Et si tout ce qu'on appelle amour n'était qu'un déguisement désespéré, une danse frénétique pour fuir l'effroyable terreur d'être seul? Nous poursuivons des connexions éphémères, prenant un regard partagé ou une parole aimable pour un signe du destin, tandis qu'un vide lancinant en nous murmure une toute autre histoire. Et si le besoin d'être avec quelqu'un n'était pas une belle aspiration, mais une béquille psychologique, un bouclier fragile contre le poids insupportable de notre propre existence? Ceci n'est pas une histoire d'amour. C'est un thriller psychologique au cœur de l'âme humaine. Il s'agit des mensonges que nous nous racontons et des cris silencieux que nous prenons pour de l'affection. Dans un monde obsédé par les relations et les âmes sœurs, et si la véritable horreur n'était pas un monstre tapi dans l'ombre, mais le visage que nous refusons de voir dans le miroir? Et si votre relation n'était qu'une prison à deux, conçue pour vous éloigner de la liberté troublante de la solitude? La vérité dérangeante, c'est que nous sommes jamais aussi vulnérables que seuls, forcés de confronter la personne que nous fuyons toute notre vie, nous-mêmes. Si cette idée vous glace le sang, si elle vous pousse à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'amour et les liens humains, alors vous êtes au bon endroit. Restez avec nous, car nous allons plonger dans l'obscurité. Soutenez-nous en aimant, en vous abonnant et en activant la cloche pour ne rien manquer. Votre soutien nous permet de continuer à révéler les vérités inconfortables que d'autres craignent d'affronter. Carl Jung nous invitait à nous imaginer sur notre lit de mort. La pièce sombre, les sons étouffés par une conscience qui se détache lentement du corps. Dans ce silence final, une question murmure. Avez-vous vécu votre vie ou avez-vous simplement accompagné celle de quelqu'un d'autre? À un moment donné, nous sommes tous séduits par ce scénario préécrit. Trouvez quelqu'un, aimer, partager une vie, vieillissez ensemble. Cela semble beau, sécurisant, mais personne ne nous dit ce que l'on perd dans ce processus. Personne ne parle des parts de nous-mêmes qui meurent au nom de l'harmonie, des rêves remisés, des désirs étouffés, de l'âme qui se plie jusqu'à oublier comment se tenir droite. Jung comprenait qu'un certain chemin exige silence, solitude et sacrifice, non pas de soi, mais de l'autre. Car l'individuation véritable ne transige pas. La vérité ne peut être partagée avec celui qui craint encore son ombre. La société, avec ses sourires programmés et ses mariages en haute définition, ne pardonne pas à ceux qui choisissent de marcher seuls. Tu es égoïste, tu finiras seul. Personne n'est heureux sans partenaire. Ces phrases résonnent comme des prières inversées, prononcées par peur plus que par sagesse. Mais et si elles avaient tort? Et si l'épanouissement ne résidait pas dans la rencontre de la bonne personne, mais dans le fait de devenir une personne irremplaçable? Il ne s'agit pas de rejeter l'amour, mais de choisir soi-même, même si cela signifie traverser des déserts où peu osent s'aventurer. Nous explorerons les intuitions de Jung, éclairerons les corridors sombres de l'esprit et révélerons ce que beaucoup craignent d'imaginer. Rester célibataire peut être la forme la plus radicale de liberté et peut-être le seul moyen d'éviter de se trahir soi-même. On vous a appris dès l'enfance qu'il fallait trouver quelqu'un, une personne qui vous comprendrait, vous compléterait, comblerait ce vide indéfinissable que vous ressentiez chaque soir avant de dormir. Très tôt, la culture a imposé cette idée. Vous ne serez heureux qu'avec quelqu'un d'autre. Et si vous êtes seul, quelque chose cloche. Le message est subtil mais implacable. Les célibataires sont perçus comme incomplets, suspects, brisés, comme si la solitude était un défaut, un échec personnel. Mais si c'était l'inverse, et si le besoin d'aimer n'était qu'une fuite déguisée, un mécanisme de défense contre la terreur de faire face à son âme, nue, brute, sans distraction? Jung a vu ce que beaucoup refusent encore de regarder. La plupart n'aiment pas, ils s'accrochent, ils utilisent l'autre comme un bouclier contre leur propre existence. C'est la véritable illusion de l'amour romantique. Croire qu'une autre personne nous sauvera de nous-mêmes. Vous rencontrez quelqu'un, vous tombez amoureux, vous ressentez une chaleur, un sens à votre vie, puis l'adaptation commence, insidieuse, presque invisible. D'abord, vous changez une opinion pour éviter un conflit. Vous taisez un désir, vous sacrifiez une habitude. Vous appelez cela maturité, vous appelez cela partenariat. Mais en réalité, vous commencez à disparaître. Et un jour, sans vous en rendre compte, vous vous réveillez et ne savez plus qui vous êtes. Votre essence a été remplacée par un personnage docile, quelqu'un qui vit dans la peur de perdre ce qu'il croit indispensable.
Jung ne méprisait pas l'amour. Il méprisait l'abandon. L'abandon de l'autonomie, de la création, de la folie nécessaire pour devenir soi. L'amour romantique, en tant qu'idéal, exige que vous vous dissolviez dans l'autre, que vous construisiez une identité sur la fusion et la dépendance émotionnelle, et cette fusion tue ce qu'il y a de plus précieux, le chaos créatif. Un homme ne peut être pleinement lui-même que lorsqu'il est seul. Cette vérité est plus lourde que beaucoup ne peuvent porter, car être seul demande du courage, et être avec quelqu'un est souvent une belle manière d'éviter cette confrontation. Il ne s'agit pas de s'opposer aux relations, mais de reconnaître le prix psychologique que beaucoup paient pour maintenir l'illusion d'une complétude à deux. La plupart des couples vivent dans une paix apparente. Mais regardez de plus près. Il y a des concessions qui coûtent des morceaux d'âme, des silences qui cachent des désirs noyés, des mariages qui ne sont pas des alliances, mais des pactes de survie émotionnelle. Jung avertissait que de telles unions peuvent devenir des cages où la volonté de s'accomplir s'étiole lentement. Et l'amour romantique, en pratique, devient souvent une prison émotionnelle signée de fleurs et de promesses. Avez-vous déjà vu un artiste créer au milieu d'un bruit constant? Avez-vous essayé de plonger dans vos pensées tout en gérant les humeurs de quelqu'un d'autre? Une âme qui s'épanouit a besoin d'espace. Mais l'amour romantique exige du confinement, des ajustements, des négociations sans fin. Quoi manger? Avec qui parler? Combien de temps consacrer à l'autre? Un comité interne qui décide si vos choix sont compatibles avec les limites de la relation. C'est épuisant. Et derrière toutes ces négociations se cache une idée dangereuse. Que vous n'avez de valeur que si vous appartenez à quelque chose de plus grand, un couple. Jung voyait ce fantasme comme périlleux. Il mettait en garde contre le fait de projeter sur un partenaire tout ce que nous refusons en nous. Votre sensibilité, votre intuition, votre tendresse. Tout est externalisé et ainsi vous vous fragmentez. Vous vous mutilez pour vous intégrer et vous appelez cela amour. Mais le véritable amour ne demande pas que vous disparaissiez. Il ne vous demande pas de négocier votre essence, d'atténuer votre lumière pour ne pas éclipser l'autre, de cacher votre douleur pour préserver la paix. L'amour que défendait Jung était autre chose. Amor fati, l'amour de son destin, de son chemin, de la vie telle qu'elle est, avec ses absurdités. Et cela commence lorsque vous cessez de chercher à l'extérieur ce que vous devez trouver à l'intérieur. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous compléter. Vous avez besoin de courage pour vous affronter. Courage de marcher seul quand tout autour de vous qualifie cela d'échec. Car c'est précisément dans la solitude volontaire que naît l'intégrité et d'elle tout le reste. La quête de complétude dans l'autre nous affaiblit, car elle nous distrait de notre tâche la plus sacrée. Devenir entier par nous-mêmes. Voici peut-être la question que vous devez entendre aujourd'hui. Voulez-vous vraiment aimer quelqu'un ou essayez-vous de vous fuir vous-même? Et puis, il y a autre chose à savoir. Vous est-il déjà arrivé, au moment où vous avez le plus besoin de rester calme, de voir votre esprit s'effondrer? Cette perte de contrôle n'est pas seulement émotionnelle, elle est mentale. Elle survient parce que la plupart d'entre nous ont été entraînés à ressentir avant de penser, à réagir avant d'observer. Le problème est structurel. Personne ne nous a appris à entraîner notre esprit comme un muscle. C'est pourquoi chaque petite frustration devient une explosion. Chaque défi, une défaite intérieure. Mais il existe une autre voie, une structure ancrée dans la neuroscience, la philosophie appliquée et des techniques mentales silencieuses qui reprogramment votre manière de répondre et vous redonnent le contrôle. La liberté a toujours un prix, et rares sont ceux prêts à le payer. La liberté semble noble et inspirante, mais lorsque la réalité s'impose, froide, silencieuse, sans garantie, la plupart regagnent en hâte le confort de l'habituel. Carl Jung l'avait compris comme peu d'autres. Il savait que pour vivre une liberté véritable, il faut renoncer à ce que le monde valorise le plus, l'appartenance, l'acceptation, le réconfort émotionnel. La solitude n'est pas une mode ou une esthétique, c'est un champ de bataille psychique où les fragiles s'effondrent. L'individu libre doit se tenir face au miroir sans masque, sans distraction, sans excuse. Et presque personne n'est prêt à cela. La majorité préfère vivre dans des bulles émotionnelles, entourées de validation, de distraction et d'engagement qui semblent importants, mais ne servent qu'à combler le vide par du bruit. Pour Jung, la solitude n'était jamais une punition, mais une condition, le terrain nécessaire pour devenir plus qu'ordinaire,
pour cesser d'être l'homme domestiqué, réactif, conformiste et devenir le créateur de ses propres valeurs. Cet individu, c'est ce que Jung appelait le soi individué, celui qui transcende la mentalité de troupeau. Mais nul ne devient ainsi en étant entouré de caresses et d'approbation. La liberté dont parlait Jung exige de quitter le troupeau. Et quitter le troupeau, c'est une rupture, un deuil. On perd des amis, des amours, le confort de la prévisibilité. Mais en échange, on se gagne soi-même. Jung a vécu ce choix jusqu'à ses ultimes conséquences. Il n'était pas solitaire par hasard, mais par conviction. Il s'est immergé dans son monde intérieur, écrivant, marchant, confrontant ses pensées jusqu'aux limites de la raison. Ses réflexions révèlent un homme qui connaissait la douleur, mais qui choisissait de persévérer, car il savait que la douleur de l'isolement était préférable à la médiocrité de l'adaptation. Il voyait le monde social comme une scène de masques, mariage, convention, amitié de convenance, autant de distractions pour éviter d'affronter les profondeurs absurdes et terrifiantes de l'existence. Jung voulait plus. Il cherchait à exhumer ce qui se cachait sous des siècles d'illusions. Et pour cela, il avait besoin de silence. La solitude, c'est ce silence nécessaire. Sans lui, on répète ce qu'on entend, on réagit à ce qu'on attend de nous. On vit comme un reflet, non comme un être authentique. Mais il y a un point que beaucoup ignorent. La solitude n'est pas synonyme de souffrance. La véritable solitude est différente de l'amertume d'être laissé pour compte. Ce n'est pas un rejet, c'est un choix. C'est l'espace sacré où la pensée mûrit, où la conscience se réorganise, où le chaos intérieur trouve forme, direction et feu. Jung rappelait souvent qu'on ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Et cette obscurité ne se révèle pas lors de dîners romantiques ou de week-ends au centre commercial. Elle se dévoile uniquement lorsque l'on est totalement seul, sans distraction, sans promesse, sans personne pour nous sauver de nos propres sentiments. C'est là que naît la véritable pensée philosophique. Et c'est aussi là que beaucoup abandonnent, car la solitude exige une structure émotionnelle que le monde moderne n'enseigne pas. Nous vivons dans une société qui récompense la connexion constante, le partage excessif, l'exposition de l'intimité. Jamais nous n'avons été aussi entourés, et pourtant, jamais nous n'avons été aussi vides. Le silence terrifie, car il force à écouter ce qu'on évite depuis des années. Jung ne croyait pas que tout le monde était prêt pour cela. Il voyait le philosophe, le créateur, l'artiste solitaire comme une exception, une déviation, une mutation. La plupart ne veulent pas de liberté. Ils veulent une direction, quelqu'un pour leur dire quoi faire, quoi ressentir, qui aimer, comment vivre. La véritable liberté est insupportable pour ceux qui ne sont pas préparés. C'est pourquoi, lorsque vous commencez à prendre vos distances, les gens jugent. Ils disent que vous avez changé, que vous êtes étrange, que vous avez besoin de quelqu'un. Ils ne comprennent pas que vous ne cherchez pas quelqu'un. Vous cherchez la profondeur, la vérité, le silence, le son de vos propres pensées jusqu'à ce qu'elles crient enfin quelque chose digne d'être suivi. La liberté exige le renoncement. On renonce au réconfort émotionnel de quelqu'un qui vous attend. On renonce au projet de vie partagé. On renonce à l'affection automatique. Mais dans ce renoncement, quelque chose se révèle, le pouvoir. Vous devenez dangereux, imprévisible, indomptable. Rien ne peut être utilisé contre vous. Vous ne dépendez de personne, vous ne pliez pas. Vous n'avez pas besoin d'appartenir. Jung, lui aussi, fut traité de fou, incompris par beaucoup, rejeté par certains. Mais il est resté fidèle à son propre chemin. Il ne vivait pas pour plaire. Il vivait pour déchirer les voiles, pour troubler la paix de ceux qui dorment, sous des mensonges hérités. Une telle vie ne rentre pas dans les moules traditionnels, ni dans les relations façonnées par des contrats émotionnels. La liberté totale exige que vous soyez prêt à traverser des déserts sans compagnie, sans carte, sans promesse de salut. C'est pourquoi Jung ne romantiquait pas la solitude. Il la voyait comme un outil, une arme, une méthode de purification. Vous commencez à comprendre qui vous êtes vraiment lorsque vous n'avez plus personne à satisfaire. Lorsque vous n'avez plus à expliquer vos pas, justifier vos décisions ou peser vos mots pour préserver l'équilibre de quelqu'un d'autre. Dans cet espace sauvage, vous découvrez une vérité brutale. La liberté vous coûte tout ce qui vous maintenait dans le confort. Mais c'est le prix pour devenir entier, plutôt qu'une version édulcorée de vous-même.
Le mariage est vendu comme l'accomplissement ultime de la vie adulte. Un happy end, la conquête finale, le trophée marquant l'entrée dans le monde des complets. Mais derrière les sourires sur les photos et les légendes romantiques se cache une autre vérité, plus dense, plus brute, rarement exprimée à voix haute. Pour beaucoup, le mariage n'est pas une célébration, mais un confinement, la fin du voyage de découverte, la fermeture des possibles, l'interruption de l'expansion. Jung le voyait clairement. Le mariage traditionnel exige de la prévisibilité, se nourrit de répétitions, d'habitudes, de routines et de confort. Mais l'âme créative a besoin de l'opposé. Le chaos, le silence, l'inconfort. Rien de grand ne naît sur un sol contrôlé. La stabilité est excellente pour construire des foyers, mais fatale pour faire naître des idées. Pensez à un homme avec une mission, une vision, un appel intérieur qui ne lui laisse aucun repos. Cet homme a besoin de temps, de concentration, d'une énergie indivise. Imaginez maintenant cet homme marié, lié à des exigences quotidiennes, à des obligations émotionnelles, à des négociations sans fin sur des trivialités. Le coût invisible est élevé. Chaque décision doit être approuvée, chaque pas expliqué, chaque changement négocié, et l'étincelle créative commence à s'éteindre. Non pas brutalement, mais lentement. Le mariage transforme l'urgence existentielle en emploi du temps partagé. Il remplace l'inquiétude par le consensus, la vérité profonde par un accord silencieux pour ne pas troubler la paix. À ce stade, beaucoup d'hommes s'abandonnent, troquant leur vocation contre une harmonie domestique, souriant tout en sachant qu'ils ont laissé quelque chose d'essentiel derrière eux. Jung dirait, c'est la volonté d'autoréalisation qui meurt, l'énergie vitale qui pousse à la création, à la rupture, à la transcendance, désormais domestiquée par le désir de plaire. Le mariage traditionnel exige une performance constante. Être émotionnellement disponible, filtrer ce qu'on dit, ce qu'on ressent, ce qu'on rêve, devenir la moitié d'un projet, la moitié d'un foyer, la moitié d'une histoire. Mais Jung ne croyait pas aux moitiés. Il croyait en l'entièreté, en l'individu qui choisit d'être complet, même au prix de perdre l'approbation du monde. Pour celui qui est né pour créer, un tel renoncement est une condamnation. Les grandes idées exigent la solitude, l'espace mental, un esprit non divisé entre l'attention créative et l'inquiétude des plans pour le dîner du samedi. La cage dorée est confortable, belle, sécurisante, mais elle reste une cage. Ceux qui osent créer quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes ne peuvent vivre derrière des barreaux, même s'ils sont décorés d'affection. Jung le savait, car il l'a vécu. Ses écrits ne sont pas nés lors d'après-midi douillets avec un conjoint à ses côtés. Ils sont nés dans des montagnes solitaires, dans des jours silencieux, dans des nuits de fièvre et de délire. C'est là, dans l'isolement, qu'il a produit des idées qui continuent de secouer le monde aujourd'hui. Posez-vous la question. Combien d'idées avez-vous abandonnées pour maintenir la paix avec quelqu'un? Combien de projets avez-vous remisés parce qu'ils ne s'intégraient pas à la dynamique d'une relation? Combien de vérités avez-vous tues pour préserver le confort? Le mariage moderne, même en promettant la compagnie, exige souvent de se façonner en quelque chose de gérable. Et pour un esprit inquiet, c'est le début d'une mort symbolique. Le prix est élevé, mais silencieux. Vous ne le ressentez pas immédiatement. Il s'insinue lentement quand vous évitez un sujet, quand vous reportez un projet, quand vous choisissez le silence plutôt que l'attention, et vous appelez cela amour. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la peur. Peur de perdre le peu que vous avez construit. Peur du rejet, peur d'affronter le monde seul. Jung ne cherchait pas des compagnons. Il cherchait des penseurs, des individus prêts à se perdre, à se déconstruire, à saigner intellectuellement, jusqu'à découvrir une nouvelle manière d'être. Pour cela, il faut être libre. Libre de la peur de déranger les autres, libre de l'obligation d'adoucir ses aspérités, libre du besoin d'avoir toujours quelqu'un à ses côtés. Le mariage, tel qu'il est structuré aujourd'hui, étouffe cette liberté. C'est un contrat émotionnel avec des clauses invisibles, des clauses qui exigent le silence, l'accommodement, le report des rêves au nom de la stabilité. Mais qui a dit que la stabilité était une vertu? Jung provoquerait « Et si l'instabilité était précisément ce qui fait avancer l'âme? Et si vivre intensément, même dans la solitude, était plus honnête que sourire aux côtés de quelqu'un qui ne comprend pas votre profondeur? C'est ici que beaucoup reculent, préférant s'adapter, rester, s'abandonner.
Mais certains choisissent de partir. Le chemin sans applaudissements, la pièce silencieuse, la promenade nocturne avec leur propre ombre. Et dans ce choix, quelque chose naît. Pas une paix confortable, mais l'intégrité sauvage de celui qui n'a besoin d'aucune explication. Le mariage peut être magnifique, mais pour certains individus, il est trop beau pour ne pas être dangereux. Et lorsque la grandeur est en jeu, la beauté de la cage ne compense pas le prix de la liberté. L'esprit a besoin d'espace pour être dangereux. Mais presque personne n'en parle. On parle de penser hors des sentiers battus, de créer, d'innover. Mais on ne dit pas que ce processus exige quelque chose que peu peuvent supporter. Être seul. La solitude, lorsqu'elle est affrontée avec conscience, transforme l'esprit en une arme, non de destruction, mais de révélation. Quand vous êtes seul, personne ne dicte le rythme de votre pensée. Il n'y a pas d'attentes extérieures, pas d'émotions étrangères à considérer, pas d'exigence de modérer l'intensité de ce que vous ressentez ou concevez. C'est vous, votre esprit, et l'abîme entre ce qui est et ce qui pourrait être. Jung comprenait cela avec une clarté presque brutale. L'absence de lien n'était pas un manque d'amour. C'était une tactique, une méthode pour purifier la pensée, un moyen d'empêcher les idées de devenir des concessions. Les relations, aussi affectueuses soient-elles, génèrent du bruit, des interférences, trop d'opinions, trop d'émotions. Toute cette densité émotionnelle est une invitation constante à la modération, à l'adoucissement, à l'auto-édition. Mais la pensée radicale, celle qui fait vraiment avancer le monde, ne naît pas dans des lieux où vous devez demander la permission d'exister. Elle naît dans le silence, dans des heures où personne ne regarde, dans des moments où vous ne devez aucune explication. Vivre seul, l'esprit commence à respirer différemment, s'élargissant, testant des idées absurdes, forgeant des connexions qui seraient censurées si elles étaient exprimées à voix haute. Il peut être inapproprié, exagéré, scandaleux, et c'est précisément là que réside son pouvoir. Einstein n'a pas formulé ses théories autour d'une table familiale. Tesla n'a pas créé les bases de l'électricité moderne en apaisant des désaccords conjugaux. Camus n'a pas affronté l'absurde de l'existence en se demandant si son partenaire approuvait. Ces hommes se sont isolés non par arrogance, mais par nécessité, car ils savaient que certaines idées exigent d'un cocon psychique protégé, un environnement sans bruit, sans interférence émotionnelle, sans la surveillance constante des attentes. Imaginez interrompre une pensée profonde et complexe pour résoudre un malentendu domestique, apaiser une insécurité ou expliquer pourquoi vous n'avez pas répondu à un message. Cela semble mineur, mais c'est corrosif. L'esprit perd son fil. La pensée se dissipe, l'énergie créative s'éparpille et l'idée qui était sur le point de naître meurt. Peu de gens remarquent à quelle fréquence ce cycle se répète dans les mariages, les relations amoureuses, les liens bien intentionnés. Jung appellerait cela un poison lent, la dilution constante de la volonté. Et le plus tragique, c'est que cela semble normal. La plupart acceptent cette médiocrité intellectuelle comme le prix de l'amour, comme faisant partie du contrat. Mais le créateur solitaire ne l'accepte pas. Il choisit autre chose. Il choisit de se réveiller quand il veut, de penser jusqu'à ce que l'esprit brûle, d'écrire sans horloge, de détruire ce qu'il a créé la veille et de recommencer, tout cela sans avoir à justifier sa folie à quiconque. L'absence de lien, dans ce contexte, est une fertilité, un espace, un feu qui ne s'éteint jamais parce que personne n'exige qu'il soit modéré. Bien sûr, cela a un coût. Il n'y aura personne qui vous attend dans le salon, pas de dîners en couple, pas de repas dominicaux. On vous verra comme étrange, excentrique, froid. Mais en échange, vous gagnez quelque chose que personne ne peut vous donner, la liberté de penser aussi loin que votre âme peut aller. Jung ne voyait pas cela comme un sacrifice, mais comme une mission, la tâche de penser l'impensable, de ressentir l'insupportable, de marcher jusqu'au bord de l'humain et de revenir avec quelque chose de nouveau. Cette tâche exige un esprit libre, et un esprit libre a besoin d'une vie affranchie du besoin de validation extérieure. Ce n'est pas haïr l'amour, c'est comprendre que certains liens, aussi beaux soient-ils, étouffent la flamme qu'il faut à tout prix garder vivante. Vous l'avez déjà ressenti. Vous avez déjà eu une idée que vous avez dû reporter parce que quelqu'un avait besoin de vous à ce moment-là. Vous avez déjà interrompu une écriture intense parce qu'il y avait une conversation en attente, un malaise à résoudre, une émotion à gérer.
et personne ne vous y a forcé. Mais vous y êtes allé, et à cet instant, vous avez perdu quelque chose. Vous avez perdu un morceau de vous-même. Le créateur solitaire apprend à protéger cela comme un moine protège son temple, car il sait que la grandeur est subtile. Elle ne crie pas, elle n'insiste pas, elle apparaît à des moments inattendus, et si vous n'êtes pas prêt, elle s'en va. L'esprit libre est sauvage. Il a besoin de courir seul. Il a besoin de champs ouverts, de nuits blanches, de matins lents. Il ne s'adapte pas aux emplois du temps partagés ou aux appartements conçus pour deux. Il veut déborder, brûler, détruire et reconstruire. Et surtout, il veut le silence. Car c'est seulement dans le silence que le chaos trouve une forme. Et c'est seulement dans la solitude que la pensée devient vérité. Il arrive un moment où vous devez décider à qui appartient votre vie. Pas en théorie, mais en pratique. Car la plupart prétendent être libres, mais vivent comme des employés des attentes d'autrui. Ils disent choisir pour eux-mêmes. Pourtant, chaque pas est filtré par la peur du jugement, du rejet, de la solitude. Choisir soi-même est plus qu'un acte de courage. C'est un acte de guerre, une déclaration silencieuse que vous ne négocierez plus votre intégrité. Jung savait que ce choix a un prix. Car dès l'instant où vous décidez de faire de vous-même le centre de votre existence, tout ce qui gravitait par commodité commence à se déstabiliser. Les gens s'éloignent, les plans s'effondrent, les relations se brisent. Mais ce qui reste, c'est vous, nu, libre et enfin entier. La plupart ne veulent pas de ce genre de liberté. Ils veulent la version édulcorée. La liberté avec un manuel, avec une affection garantie, avec une bande-son réconfortante. Mais la véritable liberté est brutale, vide, dangereuse. Elle ne vient pas avec des applaudissements. Elle vient avec le silence et la responsabilité totale de chaque choix. La véritable souveraineté ne consiste pas à dominer les autres. C'est ne pas être dominé par qui que ce soit, ni par la culture, ni par le manque, ni par la peur. Vous savez que vous êtes sur ce chemin lorsque vous cessez de vous demander si les gens approuvent vos décisions. Lorsque vous commencez à vivre sans demander la permission. Lorsque vous dites non sans culpabilité. Lorsque vous choisissez de marcher seul, même si tout le monde dit que vous avez tort. Ce choix effraie et isole. Mais il libère aussi, car vous commencez à réaliser quelque chose qu'on ne vous a jamais dit. La vie que vous voulez vraiment ne rentre pas dans les moules qu'on vous a proposés. Et pour la vivre, vous devrez trahir des attentes, décevoir, laisser tomber ceux qui ont projeté sur vous une version de vous-même qui n'a jamais existé. C'est là que beaucoup abandonnent. Ils retournent à des relations tièdes, à des emplois prévisibles, à des plans qui ne dérangent personne. Ils appellent cela la paix. Mais au fond, ils savent que c'est un abandon. Jung dirait « Deviens qui tu es, mais personne ne vous apprend comment ». Car être vraiment soi, c'est lâcher prise sur la sécurité d'être celui que les autres approuvent. C'est se placer au centre de sa vie sans craindre d'être taxé d'égoïsme. L'égoïsme, ce n'est pas penser à soi, c'est exiger que les autres pensent pour vous. Celui qui se choisit cesse de déléguer. Il ne blâme plus les autres pour son malheur. Il n'attend pas d'être sauvé. Il n'a pas besoin d'être compris pour avancer. Il se suffit à lui-même, et cela effraie, car celui qui se suffit ne plie pas. Il n'a pas besoin de plaire pour appartenir. Il n'a pas besoin d'être d'accord pour garder de l'affection. Il n'a pas besoin de cacher son intensité pour s'intégrer. Cet individu est dangereux car il est libre. Choisir soi-même, c'est comme sauter d'une falaise sans savoir s'il y a un sol en bas. Et pourtant, vous sautez, non par impulsion, mais par conscience, par la certitude que rester où vous êtes, c'est mourir en vie. Accepter des miettes émotionnelles en échange de compagnie. Vendre son âme pour la sécurité. Et ce n'est pas la vie. C'est une survie déguisée en routine. Jung ne vous a jamais demandé d'être heureux. Il vous a demandé d'être entier, même si cela signifie perdre tout ce qui vous maintenait dans le confort. Car c'est seulement en perdant tout ce qui vous gardait en sécurité que vous découvrez qui vous êtes vraiment. La solitude, à ce niveau, cesse d'être une absence. Elle devient un terrain fertile. L'espace où votre volonté grandit, où votre vision prend forme, où votre existence trouve enfin sa justification. Celui qui se choisit n'a pas besoin d'être compris. Il a seulement besoin d'être fidèle à une chose, sa propre vérité, même si cela lui coûte l'amour des autres, même si cela retourne le monde contre lui. Car au final, il sait que le plus grand acte d'amour, c'est de ne pas s'abandonner soi-même. Alors, vous êtes arrivé jusqu'ici,
Et maintenant, vous savez ce que cela signifie. Cela veut dire qu'à un certain niveau, vous saviez déjà que la vie qu'on vous a vendue, avec des alliances, des promesses et une stabilité émotionnelle, n'est pas pour vous. Peut-être avez-vous essayé, peut-être essayez-vous encore. Mais quelque chose en vous reste inquiet, continue de murmurer qu'il y a plus. Et il y a plus. Mais ce plus ne se trouve pas en trouvant quelqu'un. Il se trouve en devenant quelqu'un. Quelqu'un qui n'a pas besoin d'approbation pour respirer. Quelqu'un qui peut être seul sans s'effondrer. Quelqu'un qui construit une existence non pour être accepté, mais pour être vrai. Jung disait que celui qui a un pourquoi peut supporter presque n'importe quel comment. Mais ce pourquoi, vous ne le trouvez que lorsque vous faites taire le monde autour de vous. Et cela demande du courage, du détachement, la perte des conforts qui maintenaient votre âme endormie. Le monde n'est pas intéressé par votre liberté. Il est intéressé par votre adaptation. Mais il arrive un moment où s'adapter, c'est mourir, mais au ralenti. Vous avez maintenant deux options. Retourner à la normalité et prétendre que cette vidéo ne vous a jamais secoué, ou prendre le risque. Le risque de vivre comme celui qui ne doit rien à personne, comme celui qui porte dans sa poitrine la seule loyauté qui compte, la loyauté de ne jamais se trahir soi-même. J'ai dû être seul longtemps pour comprendre cela. Et ce n'était pas une solitude fonctionnelle, avec des nuits animées et des applications installées. Ce n'était pas ce genre de solitude. C'était celle qui fait taire tout autour de vous. Je me souviens d'une nuit en particulier. Il pleuvait. J'étais assis par terre, appuyé contre le mur froid de ma chambre. Pas par drame, mais par épuisement. Et pour la première fois, je n'ai voulu personne. Je ne voulais ni quelqu'un à qui parler, ni quelqu'un pour me sauver. Je voulais m'écouter, me comprendre, me reconstruire. Et là, dans cet état presque primitif de présence, j'ai réalisé que j'étais entier. Blessé mais entier. Seul mais libre. Effrayé mais honnête. Et c'est là que tout a commencé à prendre sens. Si cette vidéo vous a touché d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas par hasard. La vie n'envoie pas ce genre de message à ceux qui dorment encore. Elle le murmure à ceux qui ont déjà commencé à s'éveiller. Si ces mots ont résonné en vous, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine étape de votre propre voyage de découverte de soi. Car en fin de compte, le plus grand acte d'amour, c'est de ne jamais s'abandonner.